dans l'actualité des idées aujourd'hui, qu'est-ce qu'une autorité juste? Il se définit comme un praticien de l'autorité, a passé 43 ans dans l'armée pour finir chef d'état-major avant de démissionner en juillet 2017, l'an passé, après la réduction du budget de la défense annoncée, désavouée par le président de la République. Un coup d'éclat, une première dans l'histoire de la Ve République. Une décision dont il dira qu'elle était devenue pour lui un devoir, personnel et collectif. S'il respecte les traditions de la Grande Muette, ce général d'expérience a décidé de parler aujourd'hui dans un livre, Servir d'abord, puis Qu'est-ce qu'un chef qui paraît chez Fayard? Une question d'actualité. Bonjour, général Pierre Devilliers. Bonjour madame. Bon, j'ai pas fait mes classes, vous l'entendrez tout de suite. Vous pouvez Je dis rester au bonjour repos. général, je dis monsieur Normalement, Devilliers. vous dites bonjour général. Bon, bonjour général, je recommence. Les médias américains présentent une France en guerre. Le Times parle d'une atmosphère de guerre civile. Général, sommes-nous en guerre? Alors, c'est une vraie question. On est en guerre parce que l'ancien chef d'état-major des armées que je suis ne peut pas vous dire que nous soyons en paix. Il y avait, quand j'étais chef d'état-major, et c'est encore le cas aujourd'hui, tous les jours des attaques extrêmement meurtrières, des morts et des blessés de par le monde sous le coup du terrorisme islamiste radical. Et puis on voit bien les pressions qui s'exercent à la fois en mer de Chine, au Levant, mais aussi en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Les pressions au travers du retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui réarment depuis une dizaine d'années de 5 à 10% par an. La conjugaison de ces deux menaces, finalement distinctes mais pas totalement disjointes, on le voit en Syrie, puisque tous ces pays sont plus ou moins représentés en Syrie pour combattre le terrorisme, en réalité avec chacun leur agenda. Cette conjugaison, cette simultanéité de ces deux menaces rend le monde, je crois, dangereux, mais surtout beaucoup plus instable. Mais là, général, je vous parle de la scène intérieure, ces déclarations et ces images des médias internationaux et notamment américains. Ce sentiment d'une France en guerre ont été dites, prononcées au lendemain d'un troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes et de violences qu'on a pu voir notamment dans la capitale. Guerre civile, vous iriez jusque-là? Alors moi, je ne crois pas. Je crois que je sais à peu près ce que c'est que la guerre. Et ce dont je vous ai parlé, c'est la guerre telle que je la considère aujourd'hui de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très préoccupante sur le sol national, évidemment, qui est finalement une forme d'illustration de ce que je décris dans mon livre. Cette crise de l'autorité, laquelle nous assistons. Vous savez, j'ai écrit un premier livre, vous l'avez évoqué, le livre Servir. Servir. Je suis allé faire beaucoup de séances de dédicaces dans toute la France, une trentaine de déplacements, et j'ai vu le changement de climat progressif. Beaucoup d'espérance en début d'automne 2017, puis une certaine inquiétude, et puis durant l'hiver et début du printemps 2018, le doute. Le doute, on dit souvent le doute, c'est le début de la défaite. Et puis, durant l'été, un début de colère, colère sourde, colère, j'allais dire populaire. C'est pour ça que j'ai accéléré la rédaction de ce livre, parce que je crois que ce fossé qui se creuse entre ceux qui sont au sommet et ceux qui sont à la base est de plus en plus important et il faut le combler. Ce fossé, c'est pas simplement dans la société, c'est aussi dans les entreprises, dans les associations, dans le sport. Dès qu'il y a un sommet et des gens qui exécutent, on voit bien qu'il n'y a plus cette confiance suffisante. Il vous a fallu sortir de cette bulle qu'est l'armée pour constater cette colère-là. C'est quelque chose que vous n'avez pas retrouvé dans les rangs de l'armée quand vous y étiez. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit, parce que j'ai une expérience de 43 années de commandement, de direction des hommes et des femmes, dans des circonstances parfois extrêmement tendues et difficiles, vous l'imaginez, lors d'opérations. Et finalement, j'ai constaté que j'avais peut-être des choses à faire valoir. Comment est-ce qu'on peut mettre en mouvement des jeunes de 20-30 ans, puisque plus de 50% de nos effectifs ont moins de 30 ans aujourd'hui dans les armées, des jeunes d'aujourd'hui, pour aller, si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême pour la France, pour la patrie, pour la paix, pour le pays, pour les valeurs. Eh bien, oui, nous avons réussi dans l'armée, nous réussissons encore aujourd'hui à maintenir cette confiance entre le chef et ses subordonnés, ses équipes, parce qu'en réalité, la vraie autorité, c'est l'origine du mot latine, auctoritas, élevé
accroître, augmenter, eh bien, c'est faire que ceux qui sont sur le terrain apportent les solutions et que ceux qui commandent restent à leur niveau. C'est ce que nous faisons dans l'armée avec un point qui est important, c'est les corps intermédiaires qui existent. Il y a des échelons hiérarchiques intermédiaires qui permettent de garantir cette confiance. Et là, dans la société, les corps intermédiaires, vous ne les voyez plus, vous ne les entendez plus. Donc j'ai démissionné le 19 juillet 2017. Depuis, je suis extrêmement actif. Je vois beaucoup d'entreprises, des PME avec l'Association pour le progrès du management, mais aussi le CAC 40, des grandes entreprises internationales. Et je vois que il y a un manque de proximité entre ceux qui sont en train de diriger et ceux qui exécutent. Et c'est vrai aussi dans la société, vous avez raison. Et on voit bien qu'on manque de corps intermédiaires, incontestablement. Et je le dis dans mon livre, un des facteurs qui a finalement miné cette confiance, c'est l'absence de proximité, la perte de proximité. Pour les gens aujourd'hui, et moi je suis un simple citoyen, c'est de plus en plus compliqué. L'administration est devenue très bureaucratique. Il y a une forme de juridisme. Quand il y a un problème, on fait une loi, mais ça ne règle pas le problème. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit l'autre jour avec le chèque carburant, en prenant cet exemple. Les Français ne comprennent pas toujours. Je crois qu'on manque de confiance parce que on est un peu trop loin de l'autorité. L'autorité exige de la proximité. Alors, il y a l'autorité institutionnelle, gouvernementale, étatique, mais il y a aussi ce que vous évoquiez, les élites. Ce CAC 40, étonnamment, je trouve qu'on l'a très peu entendu depuis 2-3 semaines, depuis que cette colère gronde, couve, monte. Beaucoup parlent d'un décrochage des élites aujourd'hui, d'une sorte de sécession. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? J'ai le sentiment que nous avons en France d'excellentes écoles de formation de nos élites, très compétitives, en particulier sur le plan de la compétence et de l'expertise. Vraiment, nous formons des jeunes qui en sortent de grande qualité. Il manque quelque chose néanmoins, et je le souligne à plusieurs reprises dans mon livre, c'est la prise en compte du facteur humain. Vous savez, un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner derrière lui. Moi, quand je préparais une opération, quand j'étais plus jeune, je veillais à ce que derrière ça suive, parce que quand vous dites en avant, il faut que ça suive pour gagner. Eh bien, je crois que dans nos écoles de formation, de nos élites françaises, on n'apprend pas suffisamment à s'occuper des autres, à être tourné vers les autres, à entraîner les autres, parce que c'est comme ça que ça se passe, in fine, les yeux dans les yeux, on doit convaincre. Un chef, il y a plusieurs étapes. Il conçoit une manœuvre, un plan, une réforme. Ensuite, il doit convaincre. Cette deuxième étape, souvent, est trop occultée. Ensuite, il conduit la réforme et puis il contrôle. Parce que le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment. Mais cette étape de la conviction, de l'entraînement, de la capacité à guider les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de diriger, elle est très importante. Ce livre, on a l'impression générale que vous l'avez adressé, pensé surtout pour cette jeunesse que vous avez évoquée. Qu'est-ce qu'un chef ? Vous y répondez au fil de ces pages et vous racontez cette tournée que vous avez réalisée pour votre livre précédent, Servir, à la rencontre de cette France en colère. Vous écrivez ceci: j'ai discuté avec des mères et des pères de famille inquiets pour l'avenir de leurs enfants, des dirigeants de PME, des responsables associatifs, des agriculteurs, des professions libérales, des fonctionnaires m'ont confié combien ils se sentaient isolés et fragiles, m'ont fait part de leurs préoccupations du quotidien, de leur sentiment d'être abandonnés par toutes les formes d'autorité. Des jeunes étudiants, des demandeurs d'emploi m'ont décrit le stress qui les frappe et la pression qu'ils subissent. Des anciens combattants de la guerre d'Indochine et d'Algérie, déçus par notre époque et émus en pensant à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, m'ont dit « tout ça pour ça ». J'ai entendu des passionnés de la défense, d'active ou de réserve, me parler de ce monde en fusion et en confusion. Beaucoup m'ont interpellé sous le coup de la désespérance ambiante, déçus par toutes les idéologies mensongères, ne trouvant plus leur place dans notre société fracturée. Et ce qui m'a le plus impressionné a été le nombre de témoignages de gens simples, dévoués, courageux, généreux, dont le regard de solitude révélait une vraie attente, des solidaires solitaires. Cette crise d'autorité générale, est-ce qu'elle est récente pour vous ? Alors moi, je crois qu'elle puise son origine depuis de nombreuses années.
Et si je puis me permettre, je l'ai senti venir. Je l'ai senti venir et j'ai écrit ces lignes il y a déjà de nombreux mois. Elles résonnent aujourd'hui, évidemment avec une tonalité particulière, parce que derrière ce que je viens de vous écouter, il y a évidemment certains visages de gilets jaunes que l'on voit. Appelons un chat un chat. Et je crois qu'elle a pris naissance il y a de nombreuses années, et c'est difficile de mettre une date, mais c'est une évolution. Ce fossé s'est creusé lentement, mais régulièrement. Et je crois que cette absence de confiance que nous notons maintenant pour notre société, mais aussi dans les entreprises, encore une fois, dans le sport entre l'entraîneur et ses joueurs, un peu partout, eh bien, c'est ce qui creuse ce fossé. Il faut rétablir de la confiance. Simultanément, l'autorité, c'est aussi la fermeté de choisir, la fermeté de décider. Il faut aussi une forme de restauration de l'autorité moderne, si je puis dire. Parce que je n'aime pas le terme de restauration de l'autorité. Je crois que nous sommes dans un changement d'époque, plus que dans une époque de changement, et il faut épouser son époque, comme je dis par ailleurs dans le livre. Mais je reste persuadé que les racines de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société sont très profondes, et je les décris. Les facteurs de pression aujourd'hui qui pèsent sur les dirigeants sont multiples. Bien sûr, il y a la situation sécuritaire, il y a aussi la mondialisation, la complexification, il y a les nouvelles technologies qui rendent instantanée la communication, la numérisation, la digitalisation, la robotisation, maintenant l'intelligence artificielle. Puis ce fossé dont j'ai parlé, qui est aussi un facteur de pression supplémentaire, et puis l'individualisme. Il y a des causes multiples, multiformes. Nous sommes dans la complexité, mais ce qui est clair, c'est que, et c'est l'idée maîtresse de Qu'est-ce qu'un chef, il faut remettre la personne au centre des préoccupations des dirigeants. Cette décision, quelles conséquences elle aura sur les hommes et les femmes que j'ai l'honneur de diriger? Digitalisation, robotisation, intelligence artificielle. On avait a priori un chef de l'État en phase avec son époque, président des startups, a-t-on souvent entendu à propos d'Emmanuel Macron. Je vous propose de le réécouter à l'été 2017, lorsqu'il vous a désavoué, pour reprendre le terme que vous avez vous-même employé, Général de Villiers. Il parlait de sa conception aussi de la fonction de chef. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nuls commentaires. De mauvaises habitudes ont parfois été prises sur ces sujets, considérant qu'il devait en aller des armées comme il en va aujourd'hui de nombreux autres secteurs. Je le regrette. J'aime le sens du devoir. J'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui. Le sens du devoir, le sens de la réserve. Je suis votre chef, a expliqué le chef de l'État. Qu'est-ce qui vous sépare dans cette conception de l'autorité pour vous, Général? Est-ce que dans ces mots, vous vous retrouvez? Est-ce que c'est peut-être dans l'action que vous vous êtes moins retrouvé? Alors, d'abord, si j'avais voulu faire de la polémique avec le président de la République, je l'aurais déjà fait il y a longtemps. Je suis un homme de devoir et je suis un homme d'honneur et d'une loyauté totale. La loyauté est supérieure à toute divergence de point de vue. J'ai eu une divergence avec le président de la République concernant les arbitrages budgétaires. Je voyais une incohérence entre la suppression de 850 millions d'euros sèches et la promesse d'augmenter le budget. Et nous n'avons pas réussi à trouver un point d'accord. Il y a une divergence de forme après les propos du président de la République que je considérais comme étant suffisamment forts pour altérer la confiance nécessaire entre le chef des armées et son chef d'état-major. Point, la page est tournée. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne, qui oublie et qui va de l'avant.
peu m'importe les polémiques. Les Français Là, m'ont je ne vous dit... fais pas revenir sur la polémique. Non, J'essaie non, de comprendre, est-ce que vous vous retrouvez, en tout cas dans ces mots, oui, sur oui, cette conception qu'il expose, lui, Emmanuel oui, oui. Macron, Mais je me d'être un retrouve chef? totalement, je pense avoir été en 43 années un bon exemple de confidentialité, de discrétion, de sens de l'honneur et d'obéissance. Je pense que j'ai servi 4 présidents de la République différents, de nombreux premiers ministres, des ministres de gauche et de droite, et l'institution militaire est une institution loyale. Et la seule chose, c'est que la vraie loyauté, c'est quand même de dire la vérité, et que quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lyotet, et il avait raison dans sa sagesse dès la fin du 19e siècle. Ma conception de la loyauté et de l'obéissance, c'est que mes subordonnés m'éclairent et me conseillent pour me dire la vérité. Après, je décide. Et il a décidé, j'en ai tiré les conclusions. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je crois que maintenant, il faut se tourner vers l'avant. J'ai changé de métier. Je suis conseiller en stratégie. Et je me suis fixé comme nouvelle mission, après cette démission en quelque sorte, de transmettre ce que j'ai appris en 43 années. Alors, j'ai fait un premier livre sur la notion de service, qui était plus centré sur les problématiques de défense. Et j'ai élargi mon horizon parce que j'ai eu cette intuition qu'il fallait parler de l'autorité. Et croyez-moi, vu le succès que je rencontre depuis 2 semaines, je crois qu'il y a un vrai besoin d'autorité, une vraie envie d'autorité en France. Et dans cet ouvrage, Qu'est-ce qu'un chef? Vous citez effectivement à nombreuses reprises le maréchal Lyotet, officier pendant les guerres coloniales, ancien ministre de la guerre. Quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? C'est que l'autorité autoritaire est stérile, une autorité qui n'entend pas et qui n'explique pas, qui ne donne pas sens à ses décisions est stérile? Oui, je crois que entendre les talons claquer, ça veut dire qu'on est au garde à vous, figé, immobile. Et que cette immobilité, en quelque sorte, peut arriver jusqu'au cerveau. Et un cerveau immobile, c'est la force d'inertie. C'est une des plus grandes forces. Je ne suis pas un spécialiste en physique, mais j'ai compris ça. Et ce qu'il faut créer, au contraire, c'est le mouvement. Et pour créer le mouvement, finalement, il y a 3 étapes. Il faut écouter, ensuite il faut entendre, et ensuite il faut comprendre. Et ces 3 étapes, elles sont essentielles dans cette obéissance d'amitié que j'appelle de mes voeux, l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte, où les équipes qui attendent les directives, les ordres, le cap du chef, apportent leurs compétences, leur expertise, leur plus-value, leur imagination, par une responsabilisation effective. Et c'est cet échange entre le chef et ses subordonnés qui fait que le lien de confiance s'établit et que finalement la délégation fonctionne parce que les subordonnés réagissent, agissent, décident à leur niveau exactement dans le sens que souhaite le chef. Et l'idéal, c'est ce que j'ai vécu dans certaines unités dans lesquelles j'ai été, c'est que les équipes agissent sans que le chef n'ait besoin de rien dire parce que le cap est tracé. Et le chef est tellement sincère, tellement transparent, tellement vrai qu'on lit dans son regard, dans son cerveau, comme dans du cristal, et les choses avancent toutes seules. C'est ça l'idéal. À propos de mouvement, le mouvement depuis 3 semaines, il est dans la rue en France avec les Gilets jaunes. C'était plutôt l'inertie jusqu'ici, ou en tout cas le statu quo à la tête de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que la première étape dans les 3 que vous venez d'énumérer, l'écoute, entendre, comprendre, au moins l'étape de l'écoute a été passée hier avec les premières mesures qui ont été annoncées en réponse à cette crise qui a commencé il y a 3 semaines, avec notamment le moratoire décidé sur la taxe carbone. Est-ce qu'enfin, vous avez le sentiment que l'exécutif écoute? Écoutez, moi, je ne fais pas de commentaires par rapport à l'exécutif parce que j'ai été chef d'état-major des armées et j'avais horreur, quand j'étais en fonction, qu'on vienne me donner des conseils, surtout des chronométreurs à l'extérieur, alors qu'on est coureur sur la piste et que c'est complexe comme situation. La situation de la France est complexe, elle ne date pas d'aujourd'hui, les causes sont profondes, on en a parlé, on les a évoquées, donc je crois qu'il faut faire attention dans tous les commentaires. Ce que je peux dire, c'est qu'il va falloir, d'une part, de la fermeté
parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ce que j'ai vu à l'Arc de Triomphe avec la tombe du soldat inconnu, saccagé comme nous l'avons vu, l'Arc de Triomphe pillé, m'a profondément choqué. Ça ne peut pas continuer comme ça. Une grande fermeté avec ceux qui cassent, ceux qui pillent et ceux qui sont hors la loi. Et puis une grande humanité avec les autres qui attendent qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on les comprenne. Et je crois que cette démarche est indispensable, cette double démarche, parce que il faut bien avoir les deux démarches en même temps. Et c'est là toute la difficulté, la complexité du commandement et l'art du chef que je décris dans mon livre. Ce n'est jamais monolithique et il ne faut jamais opposer la fermeté et le dialogue. Évidemment, il faut les deux. Et en l'occurrence, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il va falloir les deux. Parce que moi, j'appelle à la responsabilité. Moi, je suis un homme de responsabilité et je fais confiance à ceux qui nous gouvernent pour trouver les bonnes solutions par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier, évidemment. Vous dites humanité et humilité, c'était un terme que vous employez, l'humilité de se remettre en question. Vous leur faites confiance pour se remettre en question, d'autres vous font confiance à vous. C'était le cas notamment du porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse, Christophe Chalençon, qui a réclamé la démission du gouvernement d'Édouard Philippe et la nomination du général De Villiers, c'est-à-dire vous, à sa place. L'Assemblée nationale est élue au suffrage. Le président est élu aussi au suffrage universel. Le gouvernement, l'équipage qui mène le navire normalement à bon port, est mis en place par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, on le voit bien, il y a M. Castaner qui n'a pas réussi pendant 3 week-ends à gérer le mal. Et là, croyez-moi que si c'est simplement quelques cacahuètes qui nous sont offerts, ou si le cap est maintenu comme il l'a dit, et surtout s'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons encore à la catastrophe. Donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement soit disqualifié et que... Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Un homme de poigne et qui s'entoure de personnes... De Villiers, vous avez dit ? Oui, le général. Pas le... Un militaire. Oui, tout à fait. Vous voulez un militaire à la tête du gouvernement et que... Un militaire, il est plus militaire, maintenant il est à la retraite. Et donc il a servi la France surtout. Il a servi la France, que ce soit de gauche ou de droite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme de poigne qu'il faut à la tête du gouvernement. Un homme de poigne, c'est vous. J'imagine que cet extrait de ce témoignage paru diffusé sur Europe 1, vous avez dû l'entendre, général De Villiers. Est-ce que vous partiriez en politique ? Alors la réponse est évidemment non. Je ne suis pas un homme politique. Je ne le serai pas. Ce n'est ni ma volonté ni mon métier. Je suis un soldat. Mais vous êtes un chef. Je suis un chef et j'ai essayé modestement de l'être parce qu'il faut toujours rester modeste parce qu'il faut se méfier. Quand on proclame qu'on est chef, il faut faire attention. Il faut rester modeste. Vous avez eu raison de rappeler. Le chef, c'est un mendiant d'humilité. J'aime beaucoup cette expression. Je la trouve assez belle. Donc... moi, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris en 43 années au service de la France, au service des armées. J'ai écrit 2 livres en 14 mois, je les écris moi-même et j'y mets mes tripes et mes convictions. Je constate que ces livres ont un réel écho dans la nation et je m'en réjouis. On en a vendu 140 000 pour le livre Servir et Qu'est-ce qu'un chef démarre vraiment très fort. Et j'étais hier à Angoulême. Il y avait 400 personnes, la salle était archi pleine et j'aurais pu passer la nuit à dédicacer. Je pars au Mans dans quelques minutes, c'est déjà plein, 700 places, plein à craquer. Donc, accordez-nous encore une dizaine de minutes oui, avant oui, de partir. parce que c'est vous. Mais je crois que finalement, j'ai quelque chose à dire qui peut intéresser les Français pour participer à cette transformation de notre société. On est dans un changement d'époque, plus que dans une époque de changement. Et je vous l'ai dit, il faut transformer les choses. Et dans cette transformation, moi, je peux participer à ma façon à apporter certaines pistes de solutions, les clés de l'adhésion, en quelque sorte,
pour essayer de résorber ces fractures auxquelles nous assistons, ce fossé dont on parle depuis le début de l'émission. Fossé, et j'ai juste encore une question sur la conception très verticale du pouvoir et de l'autorité du président Emmanuel Macron. Il semblerait qu'aujourd'hui, cette manière d'agir, cette manière de gouverner agace une partie de la population, ce côté jupitérien comme on a pu l'évoquer. Alors est-ce que dans l'autorité, il y a forcément une verticalité qu'il faut mettre en œuvre? Et quelles en sont les limites pour vous? Alors, j'explique dans mon livre, moi je ne parle pas du président de la République, je ne l'ai pas écrit pour le président de la République, je l'ai écrit pour toutes les Françaises et les Français qui ont des choix à faire et à diriger leur propre vie, de leur propre chef, en quelque sorte. C'est un équilibre, l'exercice de l'autorité, entre l'excès de laxisme et l'excès de fermeté, ni la dureté froide, ni la mollesse tiède. Et c'est cet équilibre qui rend les choses complexes, évidemment. Et au centre de cet équilibre, encore une fois, il y a le principe d'humanité. Plus d'humanité pour l'humanité, je crois qu'il faut remettre le souci de l'homme et de la femme au centre. La finance, le budget, tous les moyens qui concourent au bonheur dans la société sont importants. Mais la première chose, c'est l'homme et la femme au centre du projet. Bon, vous ne l'avez pas écrit pour le président de la République, mais vous avouez qu'il y a quand même quelques phrases ou quelques intuitions que vous avez développées dans ce livre qui sont particulièrement adaptées à aujourd'hui. Vous rappelez notamment l'importante valeur aussi d'exemplarité d'un chef. Le premier courage, c'est le premier courage, cette exemplarité qu'exige l'action. Celle-ci doit s'inscrire dans un cadre légal, mais elle n'est rien si elle n'est pas dictée par des valeurs éthiques à la hauteur de la complexité de notre monde. Le chef n'a pas toujours raison, écrivez-vous aussi. Vous soulignez l'importance de la stratégie, de la vision du chef, l'importance d'avoir un cap pour pouvoir agir et avancer. Face aux violences de samedi dernier, Général de Villiers, des forces de sécurité débordées par des groupes de casseurs, certains en ont appelé au retour de l'état d'urgence. Des syndicats de policiers comme Alliance ont aussi demandé un soutien militaire samedi prochain. Est-ce qu'il faut mobiliser l'armée? Alors ça, c'est une décision du président de la République, chef des armées, président de la République, et je me garderai bien de donner des conseils, sachant qu'on ne peut pas être et avoir été. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que le niveau de violence s'accroît, il faut augmenter le niveau de la force, car seule la force fait reculer la violence. Je l'ai mesuré, c'est l'ancien chef d'état-major qui vous parle, d'expérience. Et chaque fois que vous n'êtes pas au bon niveau par rapport à la violence, eh bien, vous reculez. Donc, je crois que les leçons seront tirées, certainement, par rapport à ce qui s'est passé samedi. Après, simultanément à la force, je me répète, il faut réinstaurer le dialogue et l'humanité avec les gilets jaunes, en l'occurrence, car il faut être ferme avec les casseurs. Il faut faire respecter la loi, ça c'est impératif, c'est ce qu'attendent les Français. Franchement, j'ai le sentiment encore hier dans les discussions que j'ai eues que ça transparaît nettement. En revanche, il faut rétablir le dialogue, la confiance. Et c'est la clé de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Je vous propose d'écouter encore un témoignage général, un message, extrait d'un message diffusé sur les réseaux sociaux qui a attiré, provoqué plus de 250 000 vues. Celui d'un soldat, Sébastien, 28 ans, qui a servi pendant 8 ans dans l'infanterie, qui s'est engagé à 17 ans. Il était au Mali, il était au Liban. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui en s'adressant à ses frères d'armes. Je vais vous lire aussi notamment maintenant un article de loi. Voilà. Alors... Les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique en application des dispositions de l'article 28, alinéa 1er de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, chaque fonctionnaire est tenu d'obéir aux ordres de son supérieur. Qu'il soit soldat ou général, il doit toujours obéir aux ordres de son supérieur. Mais, il est dit également, et ça, tout le monde, tous les soldats du moins, le connaissent, mais très peu l'ont déjà eu l'occasion de le mettre en application. Il existe une petite particularité. Une réserve doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Et ça, c'est très 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 important. Ça veut dire que légalement, vous avez le droit, en tant que militaire, et je pense, je ne connais pas les législations de la police et donc des CRS, mais je pense qu'il doit y avoir une loi dans ce même genre qui vous autorise à refuser un ordre si vous jugez qu'il est illégal ou immoral. Il est dit, je le répète, illégaux, de nature à compromettre gravement un intérêt public. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans, putain? Est-ce que c'est pas l'intérêt public? Bon, il termine par un gros mot, mais la question c'est de savoir si les militaires pourraient rejoindre les cortèges. De quel côté sont-ils? Maintien de l'ordre, malaise social, budget des armées? Pour le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense, auteur du blog Secret de défense, le mouvement des Gilets jaunes ne sera pas sans conséquences sur les armées. Alors deux choses, est-ce que vous craignez d'abord un effet contagion? Et deuxième chose, est-ce que vous entendez la voix, le doute de ce jeune soldat? Alors je connais par cœur le texte, évidemment. Nous ne sommes pas dans cette situation, heureusement, et l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte, c'est la solution par rapport à ce débat que nous avons là, de l'ordre illégal. Quand il y a un dialogue préalable à l'ordre, ça règle quand même globalement les problèmes. Je crois que nous sommes dans une situation difficile, chacun doit rester à sa place et faire preuve de responsabilité. C'est pour ça que moi je reste à ma place. Et je ne fais pas de commentaires superflus sur la situation que je juge extrêmement préoccupante. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais simplement dire toute l'admiration que j'ai pour les forces de l'ordre. Je sais ce que c'est. En opération extérieure, on a parfois des actions qui sont très proches de celles qui se sont passées sur le territoire national. Je sais combien elles ont souffert, à la fois les policiers et les gendarmes. Je les ai trouvés d'une dignité totale. Et finalement, pour les forces de l'ordre, comme pour les militaires, la vraie dignité, c'est le silence, c'est de faire le boulot pour que la paix s'instaure. La guerre, la violence n'est pas un État. Le seul État que l'on doit défendre, c'est la paix. Et nous, les militaires, je dois vous dire que nous savons ce que c'est que la guerre. Nous savons qu'encore aujourd'hui, on décapite, on égorge, on pille, on viole à quelques heures de Paris. On sait où mène la violence. Et on sait que quand le cycle de la violence s'engage et que l'homme sort des limites de l'acceptable, il y a danger. Il y a danger et ce qui compte aujourd'hui, c'est de mesurer le prix de la paix. Mesurons la chance que nous avons d'être en paix et ça permet de calmer les déclarations des uns et des autres et de rester dans le sens des responsabilités. Et ouvrons le dialogue sur les problèmes. C'est aussi ça. Et vous dites, ouvrons général. le dialogue, évidemment, avec la volonté d'instaurer la confiance. Dans le mot confiance, il y a aussi le mot amitié et il y a le mot amour en réalité. Quand vous aimez les gens, quand vous aimez ceux que vous avez l'honneur de commander, eh bien, généralement, les choses avancent et c'est un échange. Je crois que c'est cela qu'il faut privilégier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un chef? C'est le titre de votre ouvrage, Pierre de Villiers, général, qui vient de paraître chez Fayard, où vous faites de cette question de l'autorité bien pensée, de cette question aussi du statut du chef, une discipline presque nationale. Merci beaucoup à vous d'être venu autour de cette grande table.